On vous a expliqué tout à l'heure, Madame Faure et Jean-Jacques Bain, que les meilleurs spécialistes du Quaternaire étaient passés sur ce site. Alors, je vous le rassure tout de suite, c'est pour la même raison que précédemment, c'est que la situation géologique, stratigraphique de ce site n'était pas plus claire pour la plupart des gens que l'âge des fossiles, la possibilité ou non de traces anthropiques et la réalité ou non des objets taillés. Alors, nous nous trouvons donc en région centre, mais tout à fait dans le sud. La région centre est une région administrative qui recouvre le bassin moyen de la Loire, où confluent à peu près tous les affluents de ce fleuve, et puis une petite partie du bassin de la Seine, où se trouve l'Eure. L'Eure qui est le symétrique du Loire, qui lui conflue vers la Loire, alors que l'Eure s'en va vers la Seine. Ah, pardon. Ça a changé, tu as appuyé. Ouais. Alors, l'intérêt, si vous voulez, c'est que Saint-Prest et les ossements sont associés avec des alluvions fluviatiles et en particulier des sables. Ces sables, maintenant, peuvent se dater par diverses méthodes de datation et par conséquent, on va pouvoir comparer ce site avec ce qui a été trouvé dans le bassin de la Loire, où à peu près 300 témoins de nappes alluviales des différentes rivières, vous voyez, on a un chevelu particulièrement important, ont été conservés et datés. Alors, Saint-Prest est ici, et dans le bassin de la Loire, on a, dans les plus hautes nappes équivalentes à celles de Saint-Prest, on a dégagé et fouillé un certain nombre de niveaux archéologiques contenant des objets taillés bien en place et protégés par les alluvions qui, elles, ont été datées. Donc, les alluvions sont au-dessus. Donc, les âges qu'on va vous donner sont au moins ceux des objets qui ont été trouvés en place in situ en dessous. La vallée de l'Eure, revenons-y, on va revoir un petit peu le site quand même. Entre le bassin de Chartres et celui de Maintenon, l'Eure suit un couloir extrêmement étroit qui n'atteint pas généralement 1 kilomètre, qui suit la bordure orientale du Perche, c'est-à-dire elle a incisé les argiles à silex et les craies du Sédonien. Le site de Saint-Prest se trouve au carrefour entre cette vallée et un accident tectonique qui passe ici, vous voyez, qui est suivi également par une rivière affluente de l'Eure. Ça a dégagé un compartiment ici, au sommet duquel se trouve le site qui n'est pas dans le versant, mais bien sur le rebord du plateau. Vous le voyez ici sur la carte géologique, il est à la jonction entre le plateau lui-même et les escarpements crayeux que l'on peut suivre tout au long de ce couloir-là, extrêmement étroit dans lequel l'Eure coule. L'incision est au niveau de Saint-Prest d'environ une quarantaine de mètres. Le plateau est coté aux alentours de 155-157, un petit peu plus loin, vers 2 ou 3 kilomètres. Le cimetière, lui, est coté à 150 et ici, les alluvions sont en dessous de la cote 115. Alors, on a 3 interventions qui ont laissé beaucoup de traces. La première, c'est celle de la ville, en 1901, qui a publié plusieurs missions qu'il avait faites entre 1897 et 1901. Il dit qu'en montant pour aller à la carrière, à partir du fond de vallée, en suivant donc le chemin qui grimpe ici sur le plateau, la quarantaine de mètres, il a vu dans la craie un entonnoir rempli par des sables, puis par des limons. Alors, il explique que ces sables sont par couches, qu'ils tapissent le fond de l'entonnoir en suivant la pente, et qu'on a l'impression de plusieurs dépôts. Et puis, il constate qu'ensuite le remplissage est fait de limons, mais il constate aussi qu'on a également du sable tout à fait en haut dans la stratigraphie.
Dans la carrière elle-même, ils ne voient pas grand-chose parce qu'en 1901, la carrière est en partie abandonnée, en partie extraite de façon un peu épisodique et il y a énormément d'éboulis. Il n'y a pas les moyens qu'on a actuellement pour faire les coupes. Donc simplement, il mesure la hauteur qui est visible entre les éboulis, une douzaine de mètres, et il finit par retrouver le sable qui a fourni les ossements à peu près à donc environ 12 mètres de profondeur, et il aperçoit aussi les graviers et les cailloux qui sont sous-jacents. En 1963, le professeur Bourdier revient sur le site et ce coup-là réalise un décapage des coupes, enlève les éboulis sur environ 4 mètres de large et jusque au sol. Il utilise ensuite un puisard qui est présent dans la carrière pour retrouver les sables, mais il ne trouve pas d'ossements. Les années suivantes, il publie 2 interprétations de ces relevés. Alors, bon, je ne reviens pas sur la stratigraphie qui est toujours la même, les sables argileux, et puis au-dessus, toute la série des limons. Déjà, la ville, à l'époque, s'était posé la question de savoir si c'était une doline ou si c'était un ravin rempli, comme il appelait à l'époque, un vallon fossile rempli par les limons. C'est ce qui a été trouvé à Bonneval et à Courville, notamment par Céline Cousseau. Alors là, les interprétations de Bourdier varient au cours du temps. Au départ, il considère que ce qu'il a vu appartient à une terrasse de l'Eure, terrasse à peu près 23 mètres au-dessus du niveau de l'Eure, évidemment, et pas par rapport au fond de la plaine alluviale. Ce qui est intéressant, c'est qu'il redessine aussi lui-même, il montre la présence de sable plus haut. Et son dessin fait penser à 2 incisions successives du plateau au début de la mise en place de la vallée. Seulement, le sable est considéré comme, il le décrit comme étant éolisé, ce qui est assez surprenant parce que dans ce secteur-là, les sables éolisés, on ne connaît pas, mais bon. Et la deuxième incision a été ensuite comblée par des limons, mais beaucoup plus récemment. 2 ans après, il donne une interprétation différente en reprenant justement le texte de la ville. Et il considère qu'on a bien une nappe alluviale. Alors, il en donne la stratigraphie classique pour les zones du Crétacé, c'est-à-dire des dépôts de pente soliflués, des sables alluviaux, recouverts à nouveau par des dépôts grossiers périglaciaires, et enfin, évidemment, les dépôts plus récents des limons. Et la stratigraphie de cette nappe a été modifiée par la mise en place d'un soutirage qui a fait descendre, évidemment, dans le puits sous la doline, les matériaux. Alors, je vais prendre un peu après. Vas-y, finis. Alors, ensuite, ce sont, comme on l'a dit tout à l'heure, Madame Force et Madame De Wolf et Monsieur Lautridou qui vont reprendre le nettoyage de la coupe. Ils la reprennent au même endroit que Bourdier, mais cette fois-ci beaucoup plus largement parce qu'ils vont la reprendre sur une vingtaine de mètres de large. Ils retrouvent, ça c'est très intéressant, le fond de l'entonnoir avec le sable lité qui tapisse évidemment le fond de cet entonnoir, et comme Bourdier, ils utilisent le puits pour retrouver les sables en dessous. Ils font évidemment une description extrêmement précise des limons, on n'y revient pas, mais ils ont déduit ce qu'on a affaire là à des soutirages successifs, comme le montrent les décalages, d'ailleurs dans les stratigraphies, dans une doline dont ils estiment le diamètre à environ 200 mètres. Alors, voici l'interprétation qu'ils en donnent. Alors,
comme pour Bourdieu, on n'a pas vraiment d'échelle. Pardon, pas comme pour Bourdieu, on n'avait pas beaucoup d'échelles. Mais on avait une représentation du rebord du plateau qui était tout à fait conforme à la topographie. Par contre, ici, on a un certain nombre de questions qui se posent. On voit, alors, ils ont donc décidé, je vais essayer d'être clair parce que ce n'est pas simple de reprendre après des gens qui ont cette qualité. Ils pensent qu'il s'agit d'une doline et ils pensent aussi que c'est l'incision progressive de l'heure qui a mis cette doline au jour. Or, l'endroit où ils ont fait les travaux se trouve au minimum à plusieurs centaines de mètres du rebord. Donc, si la présence d'une doline est indiscutable, ce n'est pas la même que celle que la ville avait vue dans l'escarpement. D'autre part, si on prend l'échelle qui est ici, on a une doline qui aurait fait dans les 400 ou 500 mètres de large. Ça paraît assez curieux. Et enfin, la côte ici de 158 se trouve à 3 km du site. Donc, par conséquent, on a un croquis explicatif, mais pas un transect. Il faut faire très attention à l'interprétation. Mais alors, enfin, dernière chose, il corrèle les sables contenant les ossements à la nappe de 135 mètres, mais ce profil n'a pas été relevé dans le couloir de Saint-Prest parce qu'il n'y a pas d'alluvion sur les versants. On a des escarpements subverticaux. Il s'agit là d'un profil qui a été fait à l'entrée du bassin de Maintenon. Et par conséquent, la côte 105, il faudrait remettre, pour faire des comparaisons, remettre le fond de la vallée au niveau de Saint-Prest. Et à ce moment-là, on a une nappe qui se retrouve à peu près à 140 mètres, c'est-à-dire la hauteur de la surface actuelle du plateau. Ce qui confirmerait bien qu'on avait là une des premières terrasses, une des premières incisions de l'œuvre. Alors, on va essayer maintenant de voir ce que ça donne dans le bassin de la Loire, puisqu'on jouxte, et on a effectivement fait des prélèvements sur les nappes des moyennes vallées de la Creuse, du Cher et du Loir. On a en général retrouvé une dizaine de terrasses dont les plus anciennes sont datées du Pléistocène inférieur. Et parmi celles-ci, dans les terrasses comprises entre 1 et 1,2 million d'années, on a à chaque fois repéré et fouillé des niveaux archéologiques. Alors malheureusement, sans faune, on a là des matériaux qui proviennent du Massif central ou des argiles à silex et autres, et par conséquent extrêmement acides. La faune on n'a pas eu la chance qu'elle soit conservée, sauf à un endroit, à Rosières, justement dans les mêmes conditions que Saint-Prest, on va y venir. Alors voilà ce que ça donnerait pour Saint-Prest si on voulait comparer avec la vallée du Loir, qui est symétrique à celle-ci. On aurait donc une nappe aux alentours de 40 mètres et peut-être éventuellement quelque chose au-dessus, avec une ou plusieurs dolines dans lesquelles le matériel aurait été sauvegardé. Alors voici l'exemple de Rosières. Rosières, ça doit vous dire quelque chose, les cuisinières de vos parents ou de vos grands-parents, pour certains. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a là des mines de fer et le Cher, à cet endroit, traverse une zone particulièrement faillée dans laquelle, déjà au tertiaire, s'étaient installées des zones lacustres extrêmement importantes. Les usines de Rosières avaient besoin de matériaux, des argiles réfractaires, des sables, etc. Et ils ont exploité les petites poches de sable qui sont présentes ici sur le versant du Cher. Le Cher s'est déplacé au cours du Quaternaire dans ce sens et tout le versant a été érodé. Il ne reste plus d'alluvions, plus de terrasses, mais par contre, les sables ont été piégés dans des karstes qui se trouvaient sous les terrasses.
Alors, l'usine de Rosières a exploité, ici, c'est comme à Saint-Prest maintenant, c'est remblayé, il y a une maison, a exploité un puits karstique dans lequel était descendu le sable du Cher. Et les ouvriers ont trouvé vers 9 à 10 mètres de profondeur, c'est-à-dire pas loin de la profondeur. Si on rajoutait la nappe, on serait à 13-14 mètres de profondeur. On trouvait un certain nombre d'ossements qui ont été publiés par le géologue Grossour et le paléontologue Stelline. Claude Guérin a repris, au moment de l'étude de Saint-Prest, a repris la détermination de ces ossements que je vous ai mis ici. Évidemment, il y a une certaine similitude avec Saint-Prest. La chance que nous avons eue, c'est que le long de la même faille, ici, il y avait une ancienne carrière dont l'exploitation était en cours d'arrêt. Voici le chantier, en cours de comblement, avec tout ce qu'on peut trouver, et on aperçoit encore des sables fluviatiles ici, un premier niveau, un deuxième niveau ici, et un troisième, vous voyez les bâches là. Ici, c'est la piste des camions qui sont descendus chercher le sable jusqu'à 25 mètres de profondeur. Autrement dit, sous ces différentes nappes alluviales que vous avez ici et qui sont elles-mêmes descendues de plusieurs mètres, là on est dans le Jurassique, on a des compartiments lanières qui sont descendus et qui ont heureusement sauvegardé la nappe alluviale. On a à peu près 5 mètres d'épaisseur à chaque fois. Donc là, nous, on se trouve en près de 12 mètres de profondeur et ça a été extrait jusqu'à… Quand nous avons renettoyé ces diverses zones, dans celle-ci, nous avons eu la chance de trouver des objets taillés. Donc une fouille a été autorisée par la direction régionale des affaires culturelles et avec l'aide du muséum et de la région centre, nous avons pu mener la fouille ici à 12 mètres de profondeur. Sur le plancher calcaire que vous avez là, vous avez un premier dépôt qui est un dépôt de grossier, un dépôt de pente, sur lequel les hommes sont venus à plusieurs reprises récupérer des matériaux. Ce sont uniquement des matériaux siliceux qui proviennent du plateau, des épandages, et qui proviennent soit du Massif central, soit de la cuesta jurassique située plus en amont. Et puis, nous avons pu trouver 3 niveaux de présence humaine. Voici, par exemple, ici les photos des objets en place, les meulières et chailles. Le sable qui a recouvert, les sables qui ont recouvert ces occupations humaines sont datés de 1 166 000, plus ou moins 140 par ESA. Alors, ah non, excuse-moi, j'ai une chose, je ne sais pas. Ce qui est important, c'est qu'on a mis au jour le plancher ici, et vous voyez apparaître tous les karstes qui perforent ce plancher. Et bien entendu, quand les dolines sont assez grandes, le matériel alluvial et les matériaux taillés sont descendus dedans. Alors, un autre site qui est également repéré dans les plus hautes nappes, c'est dans la vallée de la Creuse. Vous avez ici le schéma qui montre l'évolution de la vallée de la Creuse depuis 2,2 millions d'années, où elle fait à peu près une quinzaine de kilomètres de large, et où, au fur et à mesure du soulèvement du Massif central, lié à l'orogenèse alpine, eh bien, les compartiments s'abaissent et jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus qu'un seul qui descende. On a eu ainsi, comme ça, une incision de 140 mètres. Ce soulèvement a permis évidemment la sauvegarde des alluvions, surtout dans les parties hautes, et par conséquent, on a pu ici, grâce à un mouvement de bascule du bloc qui a provoqué l'érosion de la nappe, repérer le site qui se trouvait sur le plancher, à peu près de la même façon qu'à Lunerie. Suivant. Alors, le substrat, c'est le socle de gneiss qui est altéré. On a ensuite le dépôt de pente grossier
qui recouvre les planchers d'incision avant le début de la période glaciaire, et c'est là que les hommes sont présents. Ils ont aménagé le sol. On a des aménagements d'une dizaine de mètres de longueur, avec des trous de piquets autour, et puis en dessous, on a des phénomènes périglaciaires qui ont particulièrement altéré le micaschiste. La palynologie a montré que ce socle était complètement vierge de pollen et de phytolite. Par contre, ceux-ci étaient extrêmement nombreux, accumulés sous les pierres du pavement. Ici. Alors, ce qui nous donne un climat tempéré chaud et humide, tendance très forestière. Les sables fluviatiles qui recouvraient ce pavement ont été datés de 1066, 1055, 1 055 000, plus ou moins 55 000. Voilà les deux pavements avec la répartition du matériel. Là, on est sur la bordure du Massif central, par conséquent, on n'a que des quartz, soit du quartz filonien, qu'on pouvait ramasser directement sur place dans les gneiss et les micaschistes, et aussi beaucoup d'amandes de quartz dans les gneiss métamorphisés. Ce matériau-là, extrêmement dur, a nécessité l'emploi d'enclumes. Les enclumes et les percuteurs dormants ont été retrouvés sur place. Bon, les outils sont peu aménagés, mais montrent des traces d'utilisation extrêmement importantes. Suivante. Alors, d'autres, on a essayé évidemment de comparer ces sites que la tectonique ou les phénomènes karstiques ont protégés avec ceux qui pourraient être dans le bassin de la Seine ou de la Somme. Et ça, je vais passer la parole à Jean-Jean. Donc là, vous avez quelques exemples dans la Somme et ça va vous expliquer un peu comment fonctionnent ces systèmes karstiques et quel est leur intérêt pour le piégeage des sédiments. Donc ici, vous avez deux photos de deux sites qui sont à Abbeville, la carrière Carpentier en haut et le Moulin-Quignon en bas. Ces deux gisements sont sur la même nappe alluviale, qui est un tout petit peu plus récente que celle de Saint-Pré, puisqu'on est aux alentours de 700 000 ans. Mais vous voyez bien ce système de soutirage karstique, c'est-à-dire d'enfoncement local du substrat, qui fait que les sédiments s'infiltrent à l'intérieur de cette structure qui est ainsi créée. Donc là, vous avez deux exemples. Un exemple à la carrière Carpentier. Donc ici, vous voyez que ce soutirage s'est fait après le dépôt de la nappe alluviale qui est ici. Donc ici, nous avons la formation fluviatile de la Somme fossile, puis le soutirage karstique qui s'est mis en place et qui a traversé celle-ci. Ici, à Moulin-Quignon, c'est le contraire. Le soutirage karstique, comme à Saint-Pré, était en partie existant, la cavité existait avant, et les formations fluviatiles se sont infiltrées à l'intérieur de cette cavité préexistante, puis cette cavité a continué à se former en même temps que les dépôts fluviatiles se mettaient en place. Ce qui nous donne des structures de ce type-là, avec des cavités karstiques postérieures au dépôt de la nappe alluviale ou antérieures à celle-ci. Donc c'est ça qui complexifie un petit peu l'affaire. Donc il faut bien essayer de comprendre comment ces cavités se sont formées, si elles se sont formées avant le dépôt de la nappe alluviale, après ou pendant. Donc voici le modèle d'évolution qu'a proposé Pierre-Antoine sur la nappe de la carrière Carpentier, comme on l'a vu avant, avec donc des formations qui sont postérieures au dépôt. Donc ici, vous avez, comme l'a dit Jackie, en début glaciaire, la vallée se déplace, le niveau de la mer baissant, il y a une incision qui forme un palier sur le versant de la vallée. La rivière se déplace et des dépôts de pente se mettent en place, les dépôts de pente dont vient de parler Jackie à Pont-de-Lavaux et à Lyon. Ensuite, des conditions pleinement glaciaires font que la nappe alluviale se dépose jusqu'à l'interglaciaire où les niveaux les plus fins se déposent et la faune de Carpentier, la célèbre faune des mardes blanches d'Abbeville, se situe à cet endroit. Ce qui nous intéresse, c'est la suite. Glaciaire suivant, la vallée se déplace à nouveau incision, mais il y a une évolution qui est liée au fait que
la végétation change et on passe de végétation de feuillus, à peu près équivalente à ce que l'on connaît aujourd'hui, à des végétations de conifères beaucoup plus acides. Et l'acidité des eaux d'infiltration va entraîner la création dans la crête de ces dépressions karstiques. Et c'est là, en début glaciaire, que vont se former ces incisions ou s'amplifier ces incisions karstiques. Donc, vous voyez, il y a des conditions climatiques et de végétation qui font que ces caractéristiques d'effondrement karstique vont s'amplifier plus ou moins rapidement. Si vous voulez, pour conclure, maintenant, on dira que les observations qui ont été faites à la fois par Laville, par Bourdier et par Madame de Wolf avec Claude Tridou, si vous voulez, se complètent bien. Il est vrai, il est indiscutable qu'à Saint-Priest, on a des sables alluviaux. Ces sables appartiennent vraisemblablement à une nappe très ancienne qui a été déposée lors de la première ou de la deuxième incision au début de la mise en place de la vallée, qu'on a bien des soutirages karstiques, un ou plusieurs, vraisemblablement plusieurs, d'après, si on veut replacer dans l'espace les observations qui ont été faites. La profondeur qui a été obtenue par le carottage de 1996, qui indique que le karst est descendu plus bas que le cours de l'heure actuelle, ça c'est tout à fait conforme à ce qu'on connaît des systèmes karstiques qui s'approfondissent au fur et à mesure de l'abaissement de la vallée, et puis qui arrivent même à dépasser la profondeur de la rivière. Les travaux de Jacqueline Lorenz, notamment, ont très, très bien montré ça. Alors maintenant, évidemment, se repose toujours le problème de ces outils qui ont été trouvés très anciennement associés aux ossements et qui posent problème. Bon, je ne reviens pas sur Saint-Priest, ça a été bien expliqué. Par contre, il y a eu, par Bourdier, quand il a repris les comparaisons, justement, entre la vallée de la Somme et la vallée de la Seine, il a trouvé un certain nombre d'objets taillés, en particulier un scénar, un polyèdre dans la très haute terrasse, et puis aussi dans la vallée de la Somme, je crois que c'est la nappe de Grasse, il a trouvé un certain nombre d'objets et qui ont été d'ailleurs, dont la position a été réétudiée par Pierre-Antoine. En fait, ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques années, on a la chance de pouvoir accéder à ces sites qu'a étudié Franck Bourdier dans les années 60, et notamment à cette fameuse nappe de Grasse. Alors, vous voyez, la nappe de Grasse, en fait, il y a deux nappes. On s'en est aperçu lorsqu'on a construit la rocade autour d'Amiens il y a quelques années. Il y a une nappe qui s'appelle la nappe de Grasse et une nappe qui s'appelle la nappe de Grasse autoroute, puisqu'elle a été trouvée. Et ces deux nappes, elles se côtoient dans les zones qu'a étudiées Bourdieu. Elles se côtoient, mais elles n'ont pas le même âge. Il y a près de 200 000 ans d'écart entre les deux nappes, ce qui veut dire que, alors c'est intéressant pour nous parce que c'est des nappes qui sont équivalentes à Saint-Pré en termes d'âge, c'est-à-dire qu'on est à la fin du Pléistocène inférieur, mais c'est deux nappes qui déjà ont un âge différent et sur lesquelles il faut avoir une connaissance qui n'est pas celle que l'on a actuellement, de leur concordance et de leur raccordement. Alors, Bourdier, lorsqu'il a étudié ces nappes-là dans les années 1970, a trouvé des pièces. Alors, on ne va pas être loin de ce que vous avez décrit sur Saint-Pré. Alors là, Marie-Hélène est la seule à avoir eu la chance de voir les deux maintenant, je pense, les deux sites, donc elle pourra nous dire ce qu'elle en pense. Mais des pièces que les archéologues des années 70, je pense à Jean Combier notamment, considéraient réellement comme taillées et comme anthropiques. Donc, notre travail dans ces prochaines années dans la vallée de la Somme, comme à Saint-Pré, ça va être d'essayer de revoir les séquences stratigraphiques de ces hautes nappes, puisque c'est à peu près le même contexte qu'ici à Saint-Pré. Il faut faire des trous, il faut regarder ce qu'il y a, essayer de regarder s'il y a des pièces archéologiques que l'on peut positionner dans une séquence stratigraphique que l'on peut dater. Donc, tout reste à faire, et vous voyez qu'il y a un certain espoir.
La grosse différence avec Saint-Près, c'est que dans la Somme, il y a très peu de restes paléontologiques sur ces niveaux-là. Je crois qu'il y a une dent de bovidé qui a été trouvée sur la ferme de Grasse et une dent de rongeur. Et après, il y a quelques grosses choses sur la nappe inférieure, donc la plus récente. Et très